Choisissez aujourd'hui d'être la meilleure version de vous-même et rappelez-vous que le premier pas pour avoir ce que vous voulez, eh bien, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. En tout cas, madame, monsieur, la vie nous offre encore de passer de très bons moments en votre compagnie. C'est un privilège et nous allons en profiter pleinement à travers toutes les rubriques, en tout cas de ce programme matinal. Faites l'expérience, en tout cas de vivre les saveurs de ces moments en notre compagnie et vous serez scotché, voilà, pour toujours, avec pour slogan, pas un pas sans faux-faux. Bien sûr, forcément, il faut, vous le savez, c'est tous les matins à partir de 7h30, en tout cas depuis quelques jours. Bonjour à toutes et à tous, merci encore d'être à ce rendez-vous ce matin. Nous sommes au 3e numéro de la semaine. Et bon réveil à ceux qui sont sur le point de sortir des bras de Morphée. Et excellente journée à toutes et à tous. Tout à fait, et puis voilà. Comme toujours, hein, vous êtes la bienvenue sur notre plateau, dans ce beau et charmant décor. Bien sûr. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, au menu de ce jour, eh bien, nous aurons tout à l'heure Vincent Kendrebego en notre compagnie pour nous fournir encore les informations. Évidemment, avec Jean-Roger Batiebo à travers la rubrique d'Ambé, nous irons aujourd'hui dans la province du Sandié, c'est bien sûr dans le centre-ouest. Et puis ce matin, nous aurons au bout de notre ligne téléphonique M. Théophile Dipama. Il est le directeur du cabinet Objectif Emploi spécialisé dans la formation en création et développement d'entreprises. C'est un grand monsieur Ramatou. Tout à fait. Et puis le jeune frère Zédira sera encore avec nous pour le jeu qui joue gagne. Et puis, faut-il les marginaliser? Vous vous posez certainement la question de savoir de qui il s'agit. Eh bien, nous allons garder le suspense pour l'instant. Et puis, vous aurez des éclairages avec M. Gombraogo Ouedraogo. Il est écrivain et auteur de l'ouvrage intitulé « Conseils pour bien vivre en famille et en société ». Et la dernière articulation de ce programme, vous le savez, c'est avec nos amis du service d'information en langue nationale. Eh bien, cette belle équipe sera encore des nôtres aujourd'hui. Oui. En attendant que Vincent nous rejoigne, eh bien... Oui, mais en attendant, nous allons encore remercier Ramatou, tous ceux qui nous suivent tous les matins, ils sont tellement nombreux, des États-Unis, en Asie, en passant par l'Europe. Ben, super, oui. Et c'est aussi super, hein, c'est intéressant ce que tu fais de temps à autre, justement, le fait d'afficher quelques noms, oui, c'est super. Tout à fait, voilà. Et puis, comme ça, moi, je fais un clin d'œil à un monsieur qui suit régulièrement l'émission. Il s'agit de monsieur Nombré Salam. Il est où? Voilà, il est à Ouaga, mais qui suit l'émission. Il m'a reconnu hier, et puis il a essayé de parler un tout petit peu de ce qu'on disait sur ce plateau. J'ai dit, waouh! Voilà. Il y a des gens qui sont fidèles à l'émission, on dit merci donc, et puis il a voulu faire un clin d'œil spécial au FDS, parce qu'il a dit l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il ne faut pas qu'à cause du coronavirus, on oublie qu'on a des soldats au front, on a des gens qui défendent nos territoires. Voilà, il faut toujours être à leur côté, voilà, toujours les soutenir, parce que le combat contre le terrorisme continue. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, c'est le lieu justement de saluer cette action, de saluer nos FDS, honnêtement, pour ce qui est fait. Parce qu'on le sait, ce n'est pas facile, comme tu le dis. Tout à fait. Et honnêtement, grand courage à eux. Alors, ça m'a aussi fait penser à un jeune boutiquier que j'ai rencontré juste avant-hier. Quand il m'a vu, Fofo. Je dis, mais toi, tu es vraiment branché, tu es connecté. Parce que, hyper connecté, voilà, je t'ai dit. Et le matin, tu es étouffé, donc le nouveau nom. Eh bien, voilà, il a épousé j'ai compris que c'est un fidèle de l'émission, il s'appelle Mamadi. Et quand il a affiché, il m'a dit, enfin il s'est présenté, j'ai dit, mais ce prénom, c'est un prénom qui fait commerçant. Il arrive pendant au moins 1 minute. Alors je vais lui faire un petit coucou. Voilà. C'est nous ce matin. Voilà. Alors, les fruits et légumes Ramatou sont conseillés pour avoir une alimentation, en tout cas... équilibrée, je dirais. Saine. Mais le souci... surtout pendant cette période, on en a beaucoup besoin. C'est vrai, c'est vrai. Pour renforcer le système immunitaire. Tout à fait. Mais le souci, justement, c'est leur conservation. Comment faire pour les conserver, les garder pendant longtemps? Ah oui, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a aussi, je dirais, cette épice et puis voilà, cette plante-là qu'on aime à utiliser dans nos repas, voilà, le gingembre. Et on a du mal à conserver justement le gingembre. Honnêtement. Et déjà, nous disons merci à Moussa Sanon qui va nous afficher, en tout cas, avec lui, on aura quelques images de cette épice. Communément appelée chez nous, Ramatou, Nyamakou. Bah oui, Nyamakou. Il y en a qui se demandent, attends, c'est quoi, de quoi elle parle là?
Le Niamankou. Hein. Et puis, ça me fait penser à cette pub, voilà. Niamankou, Niamankou, Niamankou. Dis donc, mais quand tu manges ce bonbon au Niamankou, mais... C'est l'extase carrément. Et effectivement, on sent justement cette saveur-là. Cette saveur, voilà. Du gingembre, voilà. Du Niamankou, donc effectivement dans ce bonbon. Alors c'est vrai, le gingembre est également réputé, hein, on le sait, c'est pour ses vertus médicinales. Tout à fait. Donc il est bon, mais d'ailleurs qu'on l'ait, on puisse le prendre de temps à autre les matins. Les matins. Pourquoi pas dans notre café. Un peu de gingembre dans le café, le thé, ça marche. Il y a d'ailleurs des thés au gingembre. C'est vrai qu'on a l'habitude du thé au citron, mais le thé au citron et au gingembre, je crois que ça marche, ça le fait également. Ah oui, pour booster notre système immunitaire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Alors justement, donc, pendant, on va y aller déjà pour quelques petites astuces pour aider nos téléspectateurs à donc garder, conserver leur gingembre pendant que Vincent Tianabego s'installe pour les infos tout à l'heure. Oui. Alors déjà, ce qu'il faut dire, il faut songer, il faut veiller à ce que le gingembre, donc le Niamankou qu'on achète au marché, soit de qualité. Oui. Voilà. Donc, que ce soit du Niamankou pourri. pour bien lisse. En tout cas, un Niamankou, j'ai envie de dire, en forme. En bon état. Voilà, en bon état. Donc, alors pour sa conservation, ça peut être dans votre réfrigérateur ou au congélateur. Voilà. Justement, et ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut le garder pendant 3 semaines, voire plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Voilà. Oui. Avec cette technique, juste dans du plastique, le plastique blanc épais. Oui. Voilà, qu'on va, en tout cas, on va bien le fermer. Ce qu'on appelle les papiers films. Tout à fait. Il y a le film alimentaire, tout à fait. Alimentaire, oui. Mais il est un peu différent, ce plastique. Ce plastique, ok. Quand on l'a vu d'ailleurs à l'image, il est un peu différent, mais il faut, comme on l'a vu tout à l'heure, bien le fermer. Oui. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas, l'air ne pénètre pas. Absolument, à l'intérieur. Donc il faut bien le fermer, le mettre simplement dans son réfrigérateur ou dans un bocal, le placer à l'intérieur ou dans son congélateur, toujours avec la même technique. Bon là, c'est une très belle technique pour donc garder notre Niamankou longtemps. Pendant plusieurs semaines. Pendant une longue durée. Voilà. D'accord. Ok. Alors, moi je dirais que j'ai une petite astuce, pour aider également à bien conserver justement le gingembre. Oui. Voilà, c'est de l'épulcher carrément. Et puis râper justement le rhizome de gingembre, râper, mettre dans un bocal en verre avec un couvercle bien couvert, fermer, mettre ça au congélateur tout simplement. Et puis vous pourrez conserver ça pendant des mois et il sera toujours frais lorsque vous allez le sortir du réfrigérateur. Et c'est toujours comme au premier jour, dès que vous sortez, vous enlevez juste une petite pincée pour aromatiser vos plats ou bien pour utiliser dans votre thé. Et ensuite, vous refermez votre bocal et vous le remettez au congélateur. Voilà. Et déjà même au marché, à l'achat, on peut juste couper une petite partie, le goûter et déjà voir un peu comment c'est, avoir une idée du goût, de la présente. saveur. Oui. Comme tu l'as dit, voir si il n'est pas pourri. Tout simplement. Sinon, après, on est un peu étonné de voir qu'on est allé acheter. On va dire qu'on a acheté c'est sous, quoi. Ben oui, c'est clair. Voilà, en tout cas, donc, je pense que ce sont des astuces qui pourraient aider nos téléspectateurs, pour ne pas dire les consommateurs de gingembre. C'est de le conserver justement avec du plastique, tout à fait, sans épulcher, non, entier comme ça, les rhizomes, et on le met au réfrigérateur ou dans un bocal, où on râpe. Et puis, on obtient cette pâte-là qu'on met dans un bocal. Et puis, voilà, on conserve au réfrigérateur. En tout cas, vous en avez pour longtemps, avec cette façon de faire. Tout à fait. Alors, je pense que Vincent s'est bien installé. C'est pas trop tôt, hein? En tout cas, j'ai même voulu lui demander. Attendez, vivement. Oui, mais 20 ans, que s'est-il passé? Le réveil était un peu lourd. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En tout cas, l'essentiel est celui-là, donc rien ne s'est passé. Oui. On est là pour les informations. Oui, et je pense que déjà c'était pour le téléspectateur pouvoir colmater tout ce qu'il y a comme bonne information pour eux. Et bien, ça peut prendre quand même du temps. Surtout que le corona s'est vu depuis quelques temps. Oui. Alors, c'est bien ça. Oui, donc on va y aller tout de suite. Oui.
Alors donc, Vincent, que nous dit, voilà, les journaux ou les informations au niveau de la RTB? Alors, tout à l'heure, nous allons voir les unes des journaux, mais avant d'y arriver, nous allons donc rappeler quelques informations, quelques sujets qui font l'actualité au plan national. Tout d'abord, l'équipe médicale du Covid-19 au centre hospitalier universitaire de Tenganugo a ouvert ses portes aux journalistes pour une immersion dans le quotidien du personnel soignant, qui sont ceux qui sont commis à la prise en charge des cas confirmés ou suspects. Jusque-là, le personnel soignant dispose des équipements adéquats pour le traitement des patients, notamment des respirateurs pour les cas graves. Et ces derniers jours, l'équipe médicale du Covid-19 essuie de nombreuses critiques pour quelques insuffisances dans le traitement des malades. Mais les responsables rassurent que tout est mis en œuvre pour une prise en charge adéquate des malades admis à l'hôpital de Tenganugo. Suivons donc le reportage que nous propose Ismaël Diloma Sirima. De l'avis des médecins traitants, aucun problème de respirateur ne se pose au CHU de Tenganugo, le principal centre de prise en charge des malades du Covid-19. Selon le professeur Flavien Caboré, l'hôpital dispose actuellement de 7 lits de réanimation, tous équipés de respirateurs artificiels. Un nombre qui pourrait, en cas de nécessité, être porté rapidement à 24. Alors actuellement, on a 3 malades qui sont hospitalisés. Donc classiquement, il y a 2 qui sont sous assistance respiratoire. Une machine qui fait respirer. Il y a un qui n'est pas en assistance respiratoire, mais qui est sous oxygène à fort débit. Tous les patients n'ont pas besoin de cela. Il y a des patients actuellement qui sont au bâtiment 15, qui ont juste besoin d'une certaine quantité d'oxygène pour s'en sortir. Eux, on les laisse là-bas. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain cap, et que ça demande des soins plus lourds, c'est là qu'ils sont transférés en réanimation. Actuellement, une 50aine de patients sont internés au CHU de Tenganugo, soit parce que leur cas est confirmé, soit parce que ce sont des cas suspects. Et certains de ces patients se plaignent du manque de certaines commodités et aussi à propos des mesures d'observation continue de patients. Sont de ceux-là le journaliste Isaka Lengani, actuellement hospitalisé au CHU de Tenganugo. Des critiques qui, selon lui, visent à améliorer les conditions de prise en charge. Nous avons tout organisé pour qu'il y ait des rondes, mais personne n'est parfait. Il y a peut-être des situations où c'est arrivé, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui une appréciation particulière dessus. Et je suis d'accord avec vous que lorsqu'il y a une faille, il faut la relever et il faut trouver des solutions pour la régler. Donc s'il y a des patients qui se sont plaints, nous essayons d'améliorer les conditions. Quant au dispositif de prise en charge des patients reçus au CHU de Tenganugo pour raison du Covid-19, la direction de l'hôpital soutient que 24 médecins sont quotidiennement au chevet des malades. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les jeunes médecins qui sont là. Et voilà, ils sont là. Les autres, vous les avez vus au lit du malade, qui se mettent dans des conditions un peu spécifiques pour gérer les patients. Ces médecins burkinabés devraient recevoir dès la semaine prochaine du soutien en provenance de la Chine, notamment l'appui technique d'experts qui étaient au cœur de la riposte contre le Covid-19 à Wuhan. Voilà l'immersion dans l'équipe médicale par Ismaël Diloma Sirima. La Direction générale des transports terrestres et maritimes, la DGTTM, a rouvert ses services au public qui en avait besoin. Ce service avait suspendu ses activités pour respecter les mesures prises par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19. À l'ouverture de ces guichets, et comme d'habitude, c'est une foule qui s'est massée devant les locaux de la DGTTM dans un contexte de crise sanitaire où les grands rassemblements sont à proscrire. Suivez ce reportage de Christine Koulibaly. Direction générale des transports terrestres et maritimes ce mardi matin. L'ambiance et le décor ici tranchent avec ceux de bon nombre de services et de lieux publics en cette période de crise sanitaire où le Covid-19 dicte sa loi.
C'est vrai qu'on a interdit les regroupements, mais je n'ai pas d'autre choix que de venir chercher les papiers de ma voiture. Si le délai passe, ce sera plus difficile. Je suis donc obligé de me protéger et de venir puisqu'on ne peut pas me les apporter à la maison. La voiture est neuve. Si je n'ai pas les papiers et que la police m'arrête, je ne pourrai pas me justifier. Ici, vous voyez, on ne peut pas faire un mètre ici. Parce qu'il y a trop de monde. Donc si tu ne veux pas, tu peux écarter. Si tu veux mettre un document, tu écartes. Puis tu arrêtes, passe au bout. Ici, les mesures de distanciation sociale sont foulées aux pieds et souvent aux grandes dames des forces de sécurité dont le nombre est passé du simple au double pour faire respecter les règles édictées. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de citoyens même qui s'en foutent. Ils n'ont plus peur du policier ou du gendarme. La moindre occasion, ce sont des injures. Et si vous ne prenez garde, alors vous risquez d'user de la force. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce matin, le policier a organisé la file jusqu'au canal là. Et le temps de quitter le canal et revenir vers son poste où les gens lavent les mains là, les gens sont revenus encore s'attrouper comme ça. On pourrait se demander dans ce contexte pourquoi garder ouvert un service qui draine autant de monde. Selon le directeur général, la réouverture s'impose à cause de la spécificité du service. Il faut vous le dire aussi, nous ne pouvons pas arrêter d'immatriculer. C'est un acte régalien qui est nécessaire. On ne peut pas que permettre aux citoyens de mettre en circulation des engins pendant et des véhicules pendant longtemps sans immatriculation. C'est un problème de sécurité publique. Comment concilier l'impératif de la continuité du service et le respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Un casse-tête pour le colonel Bougouma et son équipe. Aujourd'hui, la piste de délocalisation de certains services est envisagée pour désengorger la Direction générale des transports terrestres et maritimes, car à l'évidence, il y a péril en la demeure. Et ce, d'autant plus qu'ici, certains usagers ont toujours tendance à minimiser le danger que représente le Covid-19. Voilà, reportage de Christine Koulibaly. À présent, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens pour leur parution du jour? C'est ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Et pour commencer, nous prenons aujourd'hui au Faso avec à sa une traitement des malades du Covid-19 au CHU de Tengango. L'opposition demande une enquête parlementaire. Voilà, c'est la une du journal. Moratoire de 20 milliards pour les 76 pays pauvres. Tout compte fait, ça incite l'Afrique à bosser dur. Covid-19 au Burkina, 528 cas confirmés, 177 guérisons et 30 décès. Et Sakan village et la mine en quarantaine. Ce sont les titres de aujourd'hui au Faso et avec aussi ce titre sur la mise en œuvre de la gratuité de l'eau. Le NEA fait le point. Après aujourd'hui au Faso, l'Express du Faso avec à sa une exploitation frauduleuse du bois dans les hauts bassins, 92 pieds d'arbres à serpents arrachés dans la forêt de Koa. Et Edu Kombego, président du CDP, le coronaton est un désordre institutionnel et un populisme. Dette des pays africains, l'annulation s'impose comme un bon sens avec le Covid-19. Voilà donc les principaux titres de l'Express du Faso. Citoyen à présent avec à sa une l'allègement de la dette du Burkina, un signal important selon le ministre des Finances, Lassana Kabouré. Et puis, lutte contre la contrebande pharmaceutique, les députés autorisent la création de l'Agence africaine du médicament. Commune de Kériba, la population en colère après la mort d'un orpailleur. Après Sidouaya, le pays, pour terminer avec à sa une traitement des malades à Tengango, le CEFOP exige une enquête
parlementaire et à Ouagadougou, bientôt un deuxième tribunal de grande instance Covid-19, 4 personnes suspectes recherchées. Voilà donc les différents titres qui font l'actualité des journaux que nous avons pu donc recueillir pour vous ce matin. Merci à toi, Vincent. Voilà, on te retrouvera donc tout à l'heure pour ton second passage. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, eh bien, installez-vous confortablement pour la suite du programme. Et je vous invite justement à méditer sur ce proverbe, cette citation qui dit « Soyons positifs, la façon dont on pense quand on perd détermine combien de temps on mettra avant de gagner. » Soyons positifs, la façon dont on pense quand on perd détermine combien de temps on mettra avant de gagner. Donc je pense que c'est une invite aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment à rester positifs. Il faut éviter d'être prisonnier de certaines pensées négatives et destructrices, voilà, qui empoisonnent notre vie, créent des barrières justement, des murs là où il n'y en a même pas. Voilà, c'est tout simplement du gâchis, quoi. Il faut apprendre à remplacer toutes ces pensées négatives et pessimistes par des pensées justement optimistes, voilà, des pensées positives, voilà, des good vibes, quoi. Absolument. Oui. Comme le disaient nos amis Rastaman, il faut, comme tu l'as dit, travailler à créer une atmosphère, un climat de gaieté, de joie autour de soi. C'est très important. Et essayer de la diffuser. Ah, oui. Parce que chaque matin, lorsqu'il y a des gens qui me l'ont dit, quand ils voient Ramatou afficher un joli sourire, ça leur donne cette joie. Ils restent optimistes. Parce que souvent, on peut se lever avec des pensées, entre guillemets, noires. On se demande, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il faut être positif. Positif. De voir quelqu'un arborer un sourire, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme cette personne-là? Même si, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que celui qui sourit, ce n'est pas toujours évident que ça aille bien chez lui. Mais à force de positivité, voilà, de dégager de bonnes ondes, voilà, on finit par justement avoir le dessus sur toutes ces pensées et tout ce qui nous arrive justement, on les tourne en dérision. Et puis rapidement, on a le dessus sur tout. Je me rappelle que j'ai rencontré une dame qui m'a vu, qui a commencé à sourire. J'ai rien compris. J'ai commencé à sourire aussi. Et elle me dit, voilà, je m'attendais à ce que tu répondes à mon sourire. Madame sourit. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, non, que je te suis tous les matins. Le fait de te voir sourire, eh bien, voilà, ça fait plaisir. Pour nous autres, c'est parfois un souci, nous qui avons eu la chance de voir un peu ce qui se passe sur les plateaux de tournage. Donc notamment avec la série qui passe sur une chaîne en tout cas, que les gens suivent un temps dans l'autre. Oui, tout à fait. Quand on te voit, tout de suite, les gens se disent, ce monsieur il doit être joyeux, il doit être gai. Alors que pendant qu'on te voit passer, tu as peut-être réfléchi à une situation. Voilà. Donc c'est toujours pas évident comme tu le dis, mais bon, on essaie en tout cas, c'est important chaque matin d'afficher. Voilà, cette joie, cette gaieté-là. Alors nous allons comme Matin Hat, voilà, et faire un tour, comme nous l'avions dit tout à l'heure, dans le Sandié. Alors le prénom Nebila est très populaire donc, dans la province du Sandié, chez les Nounans, nord, dans la région du centre-ouest. Alors Nebila est un fétiche, une queue. Nebila est porté automatiquement par le premier fils des Badolo du clan Nimberli. Bon. Excusez-moi pour la prononciation, parce que ça, c'est du gros aussi. Voilà. Mais on a l'impression que c'est de l'anglais. C'est vrai. Mais c'est chez nous, c'est le Burkina Faso. Donc, Nimbeli du village La Diana. Ainsi, toute la lignée est placée sous la protection de ce fétiche. Joseph Bassier, Badolo, donne plus d'explications. Un élément réalisé par Jean-Roger Kizito Batiebo. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des noms des premiers fils du clan de Nyambeli. Nyambeli, c'est un clan qui se trouve à Ladiana, dans la commune de Didir. Dans ce clan, tout premier fils s'appelle Nebila. Nebila, c'est en référence à une queue sacrée que cette famille-là a. Et à cette queue sacrée-là, ils confient tous leurs enfants.
Donc, et tous les enfants qu'on confie à Cercle Sacré pour être, comment dirais-je, les protecteurs, c'est ça qui s'appelle Nebila. Et tous les enfants, tous les premiers fils de ce clan-là s'appellent Nebila. Et Nebila a 3 petits frères. On appelle Nebilma, Nebilboué et Nebilbié. Voilà. C'est vrai qu'on peut trouver Nebila ailleurs, où ce n'est pas un nom clanique, mais chez Nyambeli, le clan de Nyambeli de l'Adjan, c'est leur nom clanique. Où on ne peut pas se lever comme ça et puis le donner à n'importe quel enfant dans la cour. Nebila, c'est le premier fils. Nebilma, Nebilboué, ce sont les petits frères. Voilà. Donc, c'est pour la protection de ces enfants-là, de ce clan. Voilà donc l'origine de certains noms, voilà, des prénoms avec leurs dérivés. Hein. Exactement, chez les Nounans, donc dans la région du centre-ouest. Voilà. Alors donc on évolue dans ce programme matinal et puis voilà, on fait comme ça un signe à Moussa Sanou, réalisateur du jour. Voilà, de la semaine, pardon, avec Guillaume Coudray. Je l'appelle effectivement le lion. Le lion. Voilà, pour voir si M. Dipama est en ligne. Voilà, pour les échanges. Voilà. Voilà. La rubrique, à vous la parole. À vous la parole. Il faut dire que M. Théophile Dipama est le directeur du cabinet Objectif Emploi, spécialisé dans la formation en création et développement d'entreprises. Bonjour, M. Dipama. Oui, bonjour, Labatou, comment ça va chez vous? Bien, merci, et vous? Bon. Oui, ça va, c'est parfait. Bonjour. Super. Bonjour, M. Dipama. Oui. Et là, comment ça va chez vous? Oui, je vais très bien. Et à votre niveau? Sur le plateau ce matin là. Comment? Vous dites? Alors, M. Dipama. Oui. En réponse au chômage qui va grandissant, vous proposez l'auto-emploi pour réinsérer les jeunes dans la vie active. Et cela depuis quand même pas mal d'années. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Bon. Oui, effectivement, il faut dire que face à la problématique de l'emploi, parce que quand on regarde au niveau de la fonction publique ne peut pratiquement plus employer l'ensemble des jeunes qui finissent les études, ou du moins qui rentrent dans la vie active, qu'ils aient fait des études ou pas. Bon, au niveau aussi du secteur privé, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de recrutement. Donc, la principale opportunité qui nous reste, la piste insuffisamment explorée, c'est l'auto-emploi, c'est la création d'entreprises. À ce niveau, nous n'avons pas de plafond. Ça veut dire que lorsque les gens veulent s'investir à créer leur emploi, à s'auto-employer, chaque Burkinabé peut s'auto-employer. Et là-bas, nous n'avons pas une limite en tant que telle. La limite peut-être va résider à la capacité à chaque Burkinabé et aussi au dispositif qu'on met en place pour permettre aux gens de pouvoir s'installer. Parce que malheureusement, nous pensons que si nous n'avons pas 2 millions, nous ne pouvons pas créer des entreprises. Je suis économiste de formation et c'est ce qu'on m'a appris dans les universités ou dans les écoles de commerce. Pourtant, ce n'est pas vrai. La création d'entreprises, le fait qu'on a l'argent n'est pas une nécessité. Ça veut dire que ça, ce n'est pas la condition pour créer une entreprise. D'ailleurs, c'est parce qu'on veut de l'argent qu'on crée une entreprise. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent qu'on crée une entreprise. Alors, justement, vous avez à travers votre cabinet Objectif Emploi développé un concept, réussir à partir de zéro. Dites-nous... Je rectifie, c'est pas à partir de zéro, à partir de pièces. Pardon? Je dis, c'est pas pour créer une entreprise à partir de rien, c'est pas à partir de zéro. Parce que il y a une petite nuance entre les deux. Donc c'est vrai, le concept c'est comment créer une entreprise à partir de rien. Ouais. D'accord. À partir de rien. Et en quoi ça consiste? Oui, c'est comme je le disais, ça veut dire que toute activité
toute activité, il faut de l'apprentissage. Il faut de l'apprentissage. Allô? Monsieur Dipama, vous nous entendez? Monsieur Dipama. Apparemment, un souci technique. Bon, oui. On va peut-être au niveau de la régie essayer de relancer. Oui, si, de relancer l'appel pour voir si on peut terminer. Voilà, terminer l'entretien avec monsieur Dipama. Dans tous les cas, Ramatou, il faut le dire, c'est un monsieur qui travaille énormément. On l'a d'ailleurs reçu. Avec les jeunes même d'ailleurs, voilà, les plus jeunes. Et ce qu'il propose déjà, c'est dès le jeune âge, pendant les vacances, c'est d'aller sur le terrain, apprendre justement, et faire une petite immersion en tout cas, dans un domaine bien précis. Hein. Voilà, la menuiserie, la soudure, et puis la mécanique, tout ça, c'est inviter les enfants à apprendre justement quelque chose de leur dit doigt. Ce n'est pas forcément dans ce domaine-là que l'enfant va se réaliser, mais c'est de l'amener à pouvoir apprendre quelque chose. Alors, monsieur Dipama est en ligne. Oui, je suis en ligne. Je crois que le réseau nous avait fait défaut, mais je suis là. Oui. Alors, on poursuit avec vous. Oui. Par rapport à ce concept, voilà, de créer une entreprise à partir de rien. Oui, je veux dire que la base de tout métier, la base de toute activité, c'est la connaissance et l'apprentissage. Ça, c'est la base. Si je veux être journaliste, même si j'ai dans mon compte des millions, je ne peux pas être journaliste si je n'apprends pas le métier du journalisme. Donc, si je veux exercer un métier, si je veux faire réaliser un métier, la base, c'est d'abord connaître le métier, prendre le temps d'apprendre l'activité. C'est ça la base. Par exemple, si vous voulez être, je ne sais pas, vous voulez être producteur, agriculteur. Si moi je veux faire une bananeraie, ça veut dire que ce que je dois faire de mieux, c'est apprendre comment on produit de la banane. Mais pour produire de la banane, je n'ai pas besoin d'avoir 1 hectare, 2 hectares pour apprendre comment on produit de la banane. Chez moi à la maison, si je peux trouver de l'espace pour mettre 3 pieds de banane, 4 pieds de banane, je peux faire en sorte m'occuper de ces 3 pieds de banane là. Si un pied de banane doit produire 100 kg de fruits à la fin, si j'ai 3 pieds de banane, comment je fais pour que ces 3 pieds de banane là puissent produire le maximum? En ce moment-là, ça me permet d'apprendre l'activité et l'autre avantage, c'est que ça me permet de faire toutes les erreurs que je veux. Si j'ai 4-5 pieds de banane à la maison, je peux me permettre de mal mettre le compost, la fumure et autres, et peut-être un pied va mourir ou 2 pieds vont mourir. Donc, je suis dans un processus d'apprentissage. Donc, le processus d'apprentissage, c'est véritablement comment j'apprends l'activité en miniature. Une fois que parce que apprendre l'activité en miniature, il y a 2 avantages. D'abord, ça me permet, s'il y a des erreurs, de faire des erreurs, sans que ça ne me coûte. Pourquoi les gens ne veulent pas entreprendre? Les gens ne veulent pas entreprendre parce que, au niveau de l'entreprise, lorsque vous faites une erreur, ça vous coûte de l'argent. Et si ça vous coûte beaucoup d'argent, ça veut dire que le coût financier est très important. Donc, si tu perds 1 million ou 2 millions, tu ne peux plus revenir à l'activité. Maintenant, si c'est tous les jours nous faisons des erreurs, je peux arriver, si je me lève, je viens à la télé. Je peux arriver au feu et puis bon, peut-être je suis en train de rêver, je continue, je ne tourne pas. Mais ça ne me coûte pas grand-chose, ça me coûte peut-être 1 demi-litre d'essence. Donc, ça ne me coûte pas cher. Donc, lorsque quelqu'un veut produire une banane, veut faire une bananeraie, il faut que la personne apprenne avec quelques pieds. En ce moment-là, même si la personne fait des erreurs, même si tous les 4-5 pieds meurent, ça ne lui coûte pas beaucoup d'argent, il peut encore recommencer. Mais si vous faites 2 hectares de bananes et tout meurt, vous perdez des millions. Donc, pour revenir à comment créer une entreprise à partir de rien, la base, c'est d'apprendre d'abord très bien le métier. Quel que soit ce que vous voulez faire, si vous ne connaissez pas le métier, vous ne pouvez pas y arriver. Le second aspect, c'est de commencer avec le minimum, avec les moyens de bord. C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un veut faire une bananeraie de 10 hectares, il n'a qu'à commencer à mettre 3, 4, 5 pieds de bananes. C'est ce que nous appelons à partir de rien.
c'est pas à partir de zéro comme le disait mon ami Eba, parce que de rien, c'est une comparaison par rapport à ce qu'on nous a appris dans les universités, que si tu n'as pas de millions, tu ne peux pas créer une entreprise. Donc, tu commences avec le minimum qui va te permettre ce que tu as appris en théorie à expérimenter de façon concrète sur le terrain, faire les erreurs que tu veux, et en ce moment-là, reprendre une seconde fois, une troisième fois. C'est quand tu maîtrises l'activité, tu connais très bien l'activité sur le terrain, tu es confronté aux réalités. Là, maintenant, tu peux aller à l'échelle. Aller à l'échelle maintenant, ça veut dire que l'entreprise rentre dans le cadre de la croissance. Et dans ce cadre-là, l'entreprise n'a pas besoin d'argent. L'entreprise a besoin énormément d'argent. Souvent, nous confondons la création d'entreprise et la phase de développement de l'entreprise. Dans la phase de développement de croissance, l'entreprise a besoin d'énormément d'argent. Mais en ce moment, la bonne nouvelle, c'est que les institutions financières sont là. Et lorsqu'elles viennent voir que vous avez commencé l'activité, c'est en miniature, mais vous maîtrisez, vous connaissez ce que vous voulez faire. Elles n'ont pas de problème. Elles savent que vous avez dépassé la phase du risque. Elles n'ont pas de problème pour vous donner maintenant des millions pour que vous passiez à une échelle pour que vous passiez maintenant à l'échelle. Donc voilà un peu. En ce moment, il n'y a plus de grands risques, quoi. Oui, en ce moment, il n'y a plus de grands risques. En ce moment-là, vous êtes confronté à toutes les réalités. Par exemple, si c'est de la banane, je connais la production, je me suis confronté au défi du marché et autres. Donc, véritablement, le banquier est rassuré parce qu'il sait que ce dernier-là, ce n'est pas un théoricien. Contrairement à ce qu'on nous dit dans les écoles, allô? Contrairement à ce qu'on nous dit dans les écoles, il faut faire un plan d'affaires, venir déposer, le banquier va te financer. Le banquier ne va pas financer un plan d'affaires. Un plan d'affaires, tout le monde sait tout le monde sait comment on fait ça. Voilà, savoir là où on met notre argent. Monsieur Dipama. Le banquier ne va pas mettre même sur Internet, on peut fabriquer le meilleur plan d'affaires avec un taux de rentabilité interne de l'entreprise. Tout ça, on sait comment ça se fait. Il suffit de donner un peu d'argent à un étudiant de 3e année et il vous fait ça. Avec tous les ratios, mais sur le terrain. Voilà, tous les paramètres possibles. C'est exact. Donc, maintenant, pour ce qui concerne la jeunesse, nous disons aussi qu'il faudrait que les enfants apprennent des métiers, parce que si l'enfant suit les cours comme cela jusqu'à l'université, il n'a rien appris aussi, du jour au lendemain, on lui dit qu'il a sa maîtrise, on lui dit d'entreprendre, il est perdu parce qu'il n'a jamais appris quelque chose de sa vie. Donc, oui, il est perdu parce que depuis longtemps, dans sa famille, on l'a fait comprendre qu'il faut être fonctionnaire. Bon, si tu veux être menuisier ou bien un coiffeur, ça ne nourrit pas son homme, c'est pas vrai. Si tu veux être un coiffeur et puis tu veux coiffer 2 têtes, 3 têtes, ça ne nourrit pas son homme. Mais si tu veux être coiffeur et ton ambition, c'est d'ouvrir une école de formation en coiffure, c'est d'avoir comment vous avez... D'ailleurs, j'ai suivi un de vos reportages d'une coiffeuse sur la RTD. Bon, véritablement, je crois que c'est madame aussi qui, véritablement, elle n'en vit pas beaucoup en fonctionnaire, je ne suis pas convaincu. Donc, ça, une vision, c'est une vision. L'entreprise, si vous la créez dans l'intention de rester sous un caïcidra, ça, c'est pas une entreprise. Mais si vous créez ça dans l'intention de ça, de pousser ça, je fais la mécanique dans l'intention d'ouvrir mon garage ou d'ouvrir une école de formation en garage. Voilà des visions que nous devrions avoir, que les jeunes doivent avoir. Sinon, tant qu'ils font quelque chose qui ne va pas leur apporter un coup de million par mois, ça n'intéresse pas les jeunes. Et c'est sur ça qu'il faudrait les amener. Monsieur Dipama, en tout cas, on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce matin. Il est passionné de ce qu'il fait. Ah oui, beaucoup de passion. Mais déjà, vous amenez les jeunes à s'intéresser justement à cette manière de faire pendant les vacances, aller apprendre un métier. Ce n'est pas forcément dans ce métier que vous allez exercer, mais voilà, c'est de vous amener à vous intéresser en tout cas à quelque chose, pouvoir réaliser quelque chose de vos 10 doigts. C'est exact.
C'est exact. Et pour ça, nous faisons des formations chaque fin du mois pour que ce soit les jeunes ou les moins jeunes aussi, s'ils veulent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Le cabinet offre des formations avec un suivi sur 6 mois. Donc, pour ceux qui sont intéressés, nous sommes ouverts. Je ne sais pas si je peux donner rapidement le numéro de téléphone, si ça vous aide pas. Allez-y, monsieur Dipama. Ok, merci bien. Donc, le cabinet, nous sommes au 70 23 62 88. 70 23 62 88. C'est aussi le numéro WhatsApp 70 23 62 88. Nous faisons des formations pour que les gens puissent avoir les outils nécessaires pour créer des entreprises à partir des moyens de bord. 10 000, 15 000, 25 000 francs maximum. On va pouvoir créer l'entreprise de son rêve. Quoi. Mais déjà, quelle est la tranche d'âge qui peut prendre part à ces formations? Non, la tranche d'âge, bon, c'est vrai que malheureusement au niveau des ministères, j'ai des marchés, mais c'est ceux qui partent à la retraite qui nous délèguent. Mais nous disons la création d'entreprise, c'est pas quand on part à la retraite, c'est quand on est toujours jeune, quand on a toujours toute sa vie. C'est une reconversion, mais jeune, voilà. Sauf qu'à la retraite, on est fatigué et notre combativité n'est pas la même chose que lorsque nous avons 20, 30, 40 ans. Donc, mais que cela nous tienne, la création d'entreprise, comme c'est une activité économique, on n'a pas d'âge pour cela. À partir de 18 ans, tous ceux qui veulent créer des entreprises, c'est ouvert. Ils n'ont qu'à apprendre l'activité, même les élèves, parce que bon, c'est tout un processus. C'est tout un processus, voilà. Merci beaucoup, monsieur Dipama. On arrive vraiment à la fin. On est carrément à la fin. 2 secondes pour répondre à cette question. À la prochaine formation, juste après Covid-19, parce qu'actuellement nous faisons des formations après le Covid-19. Oui, c'est cela. Même dès que ça sera permis de se réunir, nous allons relancer les formations, peut-être autour du mois de mai par là, si à ce moment-là les mesures de restriction sont levées. Merci beaucoup, monsieur Dipama. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Sur le plateau de la télévision, au revoir. On vous attend incessamment sur ce plateau. Il n'y a pas de problème, si ça marche, je suis là. Ah oui, grand merci encore. Voilà, c'est un grand monsieur. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'était l'entretien téléphonique avec monsieur Dipama. Vous avez en tout cas eu le temps de découvrir, pour ceux-là qui viennent, en tout cas de le connaître, de voir un peu voilà, dans quel domaine il évolue, comment est-ce que les choses se passent, les différentes formations, à l'endroit surtout des jeunes, voilà, les amener à s'intéresser justement à certains domaines d'activité, voilà, très jeunes déjà. Absolument. Voilà, surtout pendant les vacances. Voilà. Voilà, ça peut donner des idées de carrière même aux enfants. Ramatou, il faut le dire, c'est une très belle initiative, justement inculquer déjà très tôt cette valeur. Ailleurs, ça le fait, hein, ils le font ailleurs. Oui. Déjà, donc, d'amener les jeunes burkinabés à s'intéresser à la question, je pense que là, c'est très important. Et beaucoup adhèrent, beaucoup viennent à ces formations. Il est passé plusieurs fois sur les différents plateaux pour en parler. Et en tout cas, grand courage et félicitations encore à vous, monsieur Dipama, pour ce qui est fait. On rappelle qu'il a donc ce cabinet-là. Tout à fait. Voilà. Objectif emploi. Alors donc, nous allons évoluer dans ce programme. Tout à l'heure, nous allons recevoir donc monsieur Gombraogo Ouedraogo. Il est écrivain, auteur de cet ouvrage intitulé « Conseil pour bien vivre en famille et en société ». Voilà, et avec lui, nous traitons des thèmes et des thématiques liées justement à cet ouvrage. Comment est-ce qu'il faut justement vivre certaines situations chez nous à la maison, en société. Voilà, donc, et ce matin, faut-il les marginaliser? Je le disais en titre, certains se posent déjà la question de, mais c'est quel thème ça? Qu'est-ce que ça veut dire? De qui il s'agit? Ben, vous allez le découvrir tout à l'heure, donc, avec M. Gombraogo qui va nous situer par rapport à la question. C'est un habitué de cette émission. On va d'ailleurs demander de nos régions déjà. Et, parce que c'est vrai que ce thème, quand je l'ai vu hier... Un peu ambigu. Ah oui. Je me suis dit, ce monsieur, d'accord. Donc on aura toutes les informations avec lui. Je rappelle qu'il est écrivain. Oui. Et avec lui, on a toujours ce bouquet de paroles. Bienvenue. Merci beaucoup.
Bonjour, monsieur Gombraogo. Oui, bonjour la princesse. Bienvenue. Bonjour le prince d'Amani. Le prince est là. C'est un plaisir de vous avoir avec nous encore ce matin. Voilà, parce que ça fait un plaisir aussi. Un bout de temps quand même qu'on n'a pas reçu votre visite ici. Ah oui, mais c'était avant le... nous sommes de cœur ensemble. C'était avant cette période de confinement. Oui. Bon, durant la période aussi, le 18 mars, effectivement, bon, peut-être c'était avant. C'était avant, apparemment. Le 18 mars, j'étais là. Oui. Mais comment est-ce que vous vivez déjà, avant qu'on aborde le thème? Le confinement. Moi, je m'étais déjà auto-confiné. Ah, déjà? Voilà. Avant, quand j'ai appris que, en tout cas, il y a des problèmes. Bon, en tout cas, j'ai réduit au minimum mes déplacements. D'accord. Et quand ça s'est fait maintenant, bon, pour ne pas exposer les autres et ma famille, bon, je me suis conformé à la règle. D'accord, super, voilà. Ça fait plaisir. Ah oui, tout à fait. Alors donc avec vous ce matin, faut-il les marginaliser? Une question voilà, qui suscite beaucoup d'intérêt et d'interrogation. Absolument. Alors, pour commencer, dites-nous, expliquez-nous un peu le contexte de cette thématique, qui est marginalisé et pourquoi et dans quelles conditions. Bon, merci beaucoup. Peut-on en arriver là? Voilà, ça concerne les enfants, puisque moi vraiment j'aime beaucoup parler de la famille. Ah oui. Voilà. Donc ça concerne les enfants. Et vous savez que généralement, l'aîné, quand il vient, il est choyé, mais c'est pour une durée. Oui, quand il gagne un petit frère, alors, y a les on le met aux oubliettes. Voilà. Même si ça n'arrive pas là, mais en tout cas, il n'occupe plus en tout cas la place qu'il occupait. Donc on a tendance maintenant à se focaliser sur le nouveau. Et en tout cas, l'autre... Alors là, il faut travailler justement, ne pas le frustrer. Voilà. Il faut trouver la manière. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Parce que... le plus souvent, on entend voilà, certains dire que voilà, mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Par exemple, quand le cadet pleure, par exemple, on crie à l'aîné. Voilà, mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Oh là là, comme si l'aîné n'était pas votre enfant. Voilà, malheureusement, ça se passe dans des familles. Il y a certains qui disent voilà, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Mais il y en a qui disent qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Voilà. Donc, c'est frustrant quand même. L'autre, quand même, c'est ça un peu. Voilà, à l'écart, c'est comme si. Il est là, il l'entend. Il l'entend. Et il le comprend. Il comprend. Parce que moi, c'est ce que nous parents, on ne comprend pas. Nous ne savons pas qu'ils sont en mesure de réfléchir et de faire vraiment des analyses. Voilà. Mais une telle attitude face au fils aîné ou à la fille aînée, voilà qui est un peu qu'on commence à marginaliser. Quelles peuvent être les conséquences justement sur cet enfant-là, à la longue? Alors, avant de parler des conséquences, alors je vais un peu parler des précautions qu'il faut faire pour qu'on n'en arrive pas d'abord aux conséquences. Voilà. Puisque tous les enfants, en tout cas, sont des enfants, en tout cas, sont des dons de Dieu, et il faut en prendre soin. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Le cadet, le cadet se sentant toujours protégé, provoque toujours l'autre. Parce qu'il est à l'aise. Hein, voilà, oui, il est à l'aise, puisqu'il sait qu'à le moment où seulement c'est sur l'autre qu'on va... Voilà, même si c'est lui qui provoque, c'est l'autre là qui reçoit le coup. On dira toujours, ah mais toi tu es l'aîné là, tu peux comprendre le tout petit. Et donc, dans ça, il y a une petite histoire... Bon, deux enfants, un enfant jouait avec son petit frère. Quelque temps après, bon, en temps, le petit frère là a griffé le grand frère. Le grand frère l'a giflé naturellement. L'enfant a crié. La maman a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Il dit, non, que maman, il m'a griffé. Que non, comprendre, il ne sait pas que ça fait mal. Mais il fallait qu'on lui rende la monnaie pour qu'il sache que ça fait mal. Quelque temps après, encore, l'enfant a crié encore. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, que maintenant il sait que ça fait mal. Attention, dans les répliques. J'ai aussi une petite histoire dans le même sens. Mais là, c'est une personne d'un certain âge quand même qui me racontait cette histoire. Lui, quand il était petit, c'est-à-dire qu'il avait aussi ce souci-là. Donc, quand on le frappait, il ne pleurait pas. Il restait tranquille. Il attendait l'arrivée de la mort. Dès qu'il sent c'est le cadet. Oui, ça c'est tout à fait. Dès qu'il sent que la main est là, il commence à... Voilà.
Comment ça pleurait? C'est-à-dire qu'il a rassemblé justement toutes ces pleurs-là pour attendre que la maman arrive. Que s'est-il passé? Voilà, il sort maintenant, il raconte tout ce qu'il... Voilà. Donc quand ça se passe comme ça, effectivement, il faut savoir que le grand frère, en tout cas, est frustré. Oui. Alors, et il accumule. Bon, bien sûr, pour certains, alors après, quand d'autres enfants viennent, il va voir aussi que celui qui le faisait subir aussi. Il est dans la même situation que lui. Donc, à ce moment, bon, il va commencer à comprendre. Bon, mais il peut arriver que certains enfants accumulent ça. Oui, oui. Et que, quand vous parlez de conséquences, là, alors que certains enfants accumulent ça, et que ça deviendra peut-être un problème entre ces enfants-là, voilà, plus tard. D'accord. Entre les enfants, mais entre justement l'enfant et les parents aussi. Et les parents, puisqu'il va toujours garder que, voilà, en tout cas, ils aiment... Il n'est pas aimé, il est mal cet aimé. enfant-là plus que moi. Oui. Voilà, donc c'est des problèmes plus tard qui peuvent survenir, alors que dès le départ, on pouvait, en tout cas, agir afin que cela n'arrive pas. Voilà. D'accord. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas toujours évident. Hein. Parfois, on commet ces erreurs-là. Juste, voilà. Bon, on n'y pense même pas, on ne prend pas garde. Voilà. Comment est-ce qu'il faut faire, les parents? Quelle attitude adopter lorsqu'il y a un nouveau venu pour éviter de frustrer celui-là qui était déjà là? Comment est-ce qu'il faut faire? Bon, en tout cas, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas la réaction des parents n'est pas méchante. Oui, bon, comme vous l'avez dit, là, ça vient instinctivement comme ça. Bon, donc c'est pas méchant. Mais sur le moment, peut-être qu'on ne calcule pas que... Voilà, car ça peut avoir des conséquences sur l'autre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, et que, en tout cas, il faut aussi faire comprendre au cadet qu'il doit respecter aussi son grand frère. Son grand frère. Voilà. Ah oui. Voilà, il faut en tout cas travailler à lui faire comprendre ça. Quand il est en état de comprendre, il faut lui faire aussi comprendre que mais c'est ton grand frère. Voilà. Donc je raconte une histoire, par exemple, qui s'est passée chez nous, bon, une famille polygame. Alors mon petit frère, lui, en tout cas, ses frères l'emmerdaient beaucoup. Et quand il réagit, alors le vieux au dehors, les enfants sont dedans, il crie. Automatiquement, le vieux, en tout cas, interpelle le grand frère. Le grand frère. Voilà, et chaque fois c'était comme ça. C'est un jour, non, ma maman a dit au papa là, que prochainement, quand tu entends crier, il faut dire que c'est quel imbécile qui est en train de pleurer là. Au lieu de dire c'est quel imbécile qui a fait pleurer l'enfant. Effectivement, quand le vieux a fait comme ça, cette technique, c'est fini, il n'y a plus de pleurs encore. Parce que parfois, c'est des pleurs qui n'ont pas de sens. C'est juste pour qu'on puisse punir l'autre. Voilà. Donc les parents ont ce devoir d'être justes et aussi et en tout cas d'être très patients, en tout cas de pouvoir canaliser voilà, pour que le petit frère aussi sache que même si on t'aime à cause de ta fragilité, mais tu as un devoir aussi envers l'autre aussi qui est notre enfant que nous aimons. Oui. Qui est d'ailleurs ton grand frère. Voilà. Et lui aussi, il va falloir lui dire aussi, parce que il pourrait aussi exagérer un peu. Abuser un peu, voilà, l'autorité, tout à fait, le grand frère. C'est aux parents maintenant d'essayer de jauger un petit peu. D'équilibrer les choses, effectivement, il ne faut pas qu'on quitte d'un extrême aller à un autre extrême. Voilà, donc comme... parce qu'il peut s'asseoir, tu as entendu, je suis le grand frère, on t'a dit de me respecter. Oui. Donc tu dois rester tranquille. J'ai entendu voilà, des femmes qui échangeaient par rapport justement à la question et qui disaient que, par exemple, lorsque la maman, il y a un second bébé, on sent que l'aîné commence à faire des caprices. L'enfant qui ne pleurait pas avant commence à pleurer parce qu'il se sent délaissé, parce qu'il voilà, il sent que voilà, il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa place et il faut attirer l'attention des parents avec des pleurs, alors que parfois on se dit mais l'enfant il pleure pour rien, il passe son temps à pleurer parce qu'on ne sait pas lire entre les lignes en ce moment. On ne sait pas lire entre les lignes et on ne comprend pas la situation. Alors que c'est une façon de vous interpeller pour vous dire ah donc cet amour que vous avez là c'est pour nous tous, hein. Ce n'est pas que pour le nouveau venu. Moi aussi j'en ai besoin.
N'est-ce pas? Oui, effectivement, ça se passe comme ça, effectivement. Vous allez voir, par exemple, que quand le nouveau-né là vient, il y a certains, par exemple, qui disent, voilà, quand quelqu'un vient, dit, voilà, bon, nous, je vais partir avec la non, il va dire, non, dans les premiers temps, il va dire, non, il faut partir avec le bébé. il va dire comme ça. Il veut s'en débarrasser. Voilà, mais vous allez voir que, bon, si les parents là savent, en tout cas, agir, quelqu'un va venir, voilà, on va partir avec l'enfant, il va dire non. Non. Voilà, voilà parce que les parents ont pu, en tout cas, équilibrer les choses, regarder les choses et puis équilibrer. En ce moment, il comprend qu'effectivement, il a sa place dans le foyer. Et là, même au niveau des cadeaux, il va falloir faire attention aux cadeaux qu'on va donner à ses enfants, aux deux enfants, aux grands frères et aux petits frères. Oui, ça c'est vraiment très important. Effectivement, il y a certains parents qui commettent des erreurs, qui créent des problèmes plus tard. Alors que la bonne manière, alors pour revenir à ce que tu avais dit, par exemple, le grand frère qui veut prendre l'ascendant sur l'autre là, alors, il faut le faire comprendre quand même en aparté, que voilà, bon, autant qu'on veut que l'autre ne t'emmerde pas, il ne faudrait pas aussi que tu exagères. Voilà. Donc tout ça se fait d'une manière calme, avec amour, et à ce moment il va comprendre. Voilà. Supposez que le papa vienne, par exemple, avec 3 pots de yaourt, et donne 2 au petit frère et 1 au grand frère. Au grand frère, ça c'est injuste quand même. Ah oui, ça c'est une injustice, ça ne le fait pas du tout. Il va le frustrer. Oui. Malheureusement, c'est comme vous dites là, malheureusement ça se passe comme ça. Et surtout par exemple quand c'est de la même femme même, ça va. Oui, mais malheureusement, par quand c'est dans une famille polygame, alors là déjà... Ah oui, parce que moi je dirais qu'on n'aime pas mes enfants, c'est pourquoi on lui donne juste un seul pot, et puis le petit frère de l'autre côté, c'est 2 pots. Absolument. Et là, c'est une scission carrément. Voilà. Nous-mêmes, on est en train de créer le problème. De créer le problème. Oui. Voilà, donc la conséquence, comme le temps s'étire quand même, bon, la conséquence de cette marginalisation est qu'on court le risque de créer un problème dans la famille qui pouvait être évité. C'est ça. Voilà, on va faire en sorte que les enfants ne puissent pas se gober, ou bien que l'autre va se replier sur lui-même, le grand frère. Voilà, il peut se replier sur lui-même, se disant que non, moi de toute façon on ne m'aime pas. Voilà. Et en ce moment, il se replie sur lui-même, l'autre aussi ne s'intéresse pas à lui. Bon, donc ça crée vraiment un vrai problème. Ça fait 2 enfants de la même famille qui ne se côtoient pas, qui, voilà, personne ne connaît l'autre parce que chacun est de son côté. Oui. Mais est-ce qu'il peut arriver que cela se fasse expressement de la part des parents parce qu'on aime l'un et l'autre, on n'a pas assez d'amour pour lui? Bon, ça peut arriver, alors, et ce serait vraiment très dommage. Voilà, très dommage, très malheureux. Alors, il peut arriver par exemple que, bon, surtout quand les deux ne regardent pas dans la même direction. Le papa et la maman ne regardent pas dans la même direction. Cela peut vraiment prendre des choses, parce que chacun peut peut-être poser son regard sur un. Voilà, maman aime celui-là, il va pas l'autre. Voilà. Et là, vraiment, c'est très malheureux. Donc, l'enfant ne doit pas venir par hasard. Il faudrait que les gens comprennent ça. L'enfant ne doit pas venir par hasard. Il doit être vraiment un choix. On peut pas dire un choix parce que personne ne commande. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Et même si ça arrive, il y a assez d'amour. Voilà. Que se trouve d'abord que vous aimez d'abord. Voilà. Parce qu'un autre thème qu'on va débattre, par exemple, faut-il est-on époux pour être parent ou bien est-on époux alors et ensuite parent? C'est très important. Il y a une différence. Voilà, une différence. D'accord. Voilà. Donc si les 2 parents s'aiment et regardent dans la même direction et ont la même vision de la vie, en ce moment, ils ne commettront pas des erreurs. D'accord. Voilà. Mais il ne faut pas que leur émotion, en tout cas, crée des problèmes plus tard pour la famille. Eux-mêmes, ils vont en pâtir. C'est important. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur Gombraogo et Traogo. On a été édifiés. Ah oui, tout à fait. Toujours avec lui, c'est sûr que, voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Et après, on se rend compte que, mais, bon, certainement, il y a des gens qui nous suivent et qui se disent, mais il va falloir que je me révise, hein. Voilà, parce que, voilà, j'avais fait du tort à mon aîné. Il va falloir que j'apporte quand même un changement pour rectifier un peu
le tire. En tout cas, merci à vous d'avoir tiré la sonnette d'alarme ce matin. Ouais. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous assiste dans votre mission de tous les jours. Merci. Alors que Dieu m'ait toujours béni. Amen. Amen. Merci. Bon confinement à vous. Et nous allons à présent, je pense, Ramatou, ouvrir grandement donc, les portes de cette émission pour accueillir, bien entendu, le service d'information en langue nationale avec Élysée Cabré, Omar Otamoura et l'ami de Ramatou qui vient toujours avec une marmite bien pleine. Tungalo, mais avant, on va recevoir donc Vincent pour son second passage d'abord. C'est vrai. Et ensuite, seulement, on pourra recevoir cette grosse équipe toujours présente. Vincent là, voilà. Pour les moraphones, les dulaphones et les foulaphones. En tout cas, bravo à vous. Vous êtes des champions. Alors, Vincent, de retour. Ouais. De retour. Alors donc Vincent, encore des compléments pour ce second passage ou bien voilà. Non, c'est un rappel pour certains voilà, et puis donc, pour d'autres voilà, qui viennent ça. de nous rejoindre. Exactement. Bien, voilà, il va falloir être informé tout simplement. Il faut être informé. Alors tout d'abord, les derniers chiffres sur le coronavirus au Burkina Faso donnent 528 cas confirmés. Parmi eux, 177 sont guéris et 30 sont décédés de la maladie selon les données communiquées par le gouvernement. Le reste est donc toujours sous traitement au CHU de Tenganou. L'équipe médicale du Covid-19 au centre hospitalier universitaire de Tenganou donc, a ouvert ses portes aux journalistes pour une immersion dans le quotidien de la prise en charge des cas confirmés ou suspects. Jusque-là, le personnel soignant dispose des équipements nécessaires pour le traitement des patients, notamment les respirateurs pour des cas graves. Ces derniers jours, cette équipe médicale du Covid-19 essuie de nombreuses critiques pour des insuffisances dans le traitement des malades, mais les responsables rassurent que tout est mis en œuvre pour une prise en charge adéquate des malades admis à l'hôpital. Suivons donc ce reportage qui nous est réalisé par Ismaël Diloma Sirima. De l'avis des médecins traitants, aucun problème de respirateur ne se pose au CHU de Tengandogo, le principal centre de prise en charge des malades du Covid-19. Selon le professeur Flavien Caboré, l'hôpital dispose actuellement de 7 lits de réanimation, tous équipés de respirateurs artificiels. Un nombre qui pourrait, en cas de nécessité, être porté rapidement à 24. Alors actuellement, on a 3 malades qui sont hospitalisés. Donc il y a, je dirais, classiquement, il y a 2 qui sont sous assistance respiratoire. Une machine qui les fait respirer. Il y a un qui n'est pas en assistance respiratoire, mais qui est sous oxygène à fort débit. Tous les patients n'ont pas besoin de cela. Il y a des patients actuellement qui sont au bâtiment 15, qui ont juste besoin d'une certaine quantité d'oxygène pour s'en sortir. Eux, on les laisse là-bas. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain cap et que ça demande des soins plus lourds, c'est là qu'ils sont transférés en réanimation. Actuellement, une cinquantaine de patients sont internés au CHU de Tengandogo, soit parce que leur cas est confirmé, soit parce que ce sont des cas suspects. Et certains de ces patients se plaignent du manque de certaines commodités et aussi à propos des mesures d'observation continue de patients. Sont de ceux-là le journaliste Isaka Lengani, actuellement hospitalisé au CHU de Tengandogo. Je crois qu'il faut qu'on Des critiques qui, selon lui, visent à améliorer les conditions de prise en charge. Nous avons tout organisé pour qu'il y ait des rondes, mais personne n'est parfait. Il y a peut-être des situations où c'est arrivé, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui une appréciation particulière dessus. Et je suis d'accord avec vous que lorsqu'il y a une faille, il faut la relever et il faut trouver des solutions pour la relever. Donc s'il y a des patients qui se sont plaints, nous essayons d'améliorer les conditions. Quant au dispositif de prise en charge des patients reçus au CHU de Tengandogo pour raison du Covid-19, la direction de l'hôpital soutient que 24 médecins sont quotidiennement au chevet des malades. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les jeunes médecins qui sont là. Et voilà, ils sont là.
les autres, vous les avez vus au lit du malade, qui se mettent dans des conditions un peu spécifiques pour gérer les patients. Ces médecins burkinabés devraient recevoir dès la semaine prochaine du soutien en provenance de la Chine, notamment l'appui technique d'experts qui étaient au cœur de la riposte contre le Covid-19 à Wuhan. Voilà, et puis la Direction générale des transports maritimes et terrestres, la DGTTM donc, a rouvert ses services au public qui en avait besoin. Cette direction générale avait suspendu ses activités pour respecter les mesures prises par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. À l'ouverture de ce guichet, et comme d'habitude, c'est une foule qui s'est massée devant les locaux de la DGTTM dans un contexte de crise sanitaire où les grands rassemblements sont à proscrire, suivant ce reportage de Christine Koulibaly. Direction générale des transports terrestres et maritimes ce mardi matin. L'ambiance et le décor ici tranchent avec ceux de bon nombre de services et de lieux publics en cette période de crise sanitaire où le Covid-19 dicte sa loi. C'est vrai qu'on a interdit les regroupements, mais je n'ai pas d'autre choix que de venir chercher les papiers de ma voiture. Si le délai passe, ce sera plus difficile. Je suis donc obligé de me protéger et de venir puisqu'on ne peut pas me les apporter à la maison. La voiture est neuve. Si je n'ai pas les papiers et que la police m'arrête, je ne pourrai pas me justifier. Ici, vous voyez, on ne peut pas faire un mètre ici. Parce qu'il y a trop de monde. Donc si tu ne veux pas, tu peux écarter. Si tu veux mettre un document, tu écartes. Et puis tu arrêtes pas sur le bout. Ici, les mesures de distanciation sociale sont foulées aux pieds et souvent aux grandes dames des forces de sécurité dont le nombre est passé du simple au double pour faire respecter les règles édictées. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de citoyens même qui s'en foutent. Ils n'ont plus peur du policier ou du gendarme. La moindre occasion, ce sont des injures. Et si vous ne prenez garde, alors vous risquez d'user de la force. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce matin, le policier a organisé la file jusqu'au canal là. Et le temps de quitter le canal et revenir vers son poste où les gens lavent les mains là, les gens sont revenus encore s'attrouper comme ça. On pourrait se demander dans ce contexte pourquoi garder ouvert un service qui draine autant de monde. Selon le directeur général, la réouverture s'impose à cause de la spécificité du service. Il faut vous le dire aussi, nous ne pouvons pas arrêter d'immatriculer. C'est un acte régalien qui est nécessaire. On ne peut pas que permettre aux citoyens de mettre en circulation des engins pendant et des véhicules pendant longtemps sans immatriculation. C'est un problème de sécurité publique. Comment concilier l'impératif de la continuité du service et le respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Un casse-tête pour le colonel Bougouma et son équipe. Aujourd'hui, la piste de délocalisation de certains services est envisagée pour désengorger la Direction générale des transports terrestres et maritimes, car à l'évidence, il y a péril en la demeure. Et ce, d'autant plus qu'ici, certains usagers ont toujours tendance à minimiser le danger que représente le Covid-19. Voilà, respecter les distanciations sociales et les grands rassemblements restent d'actualité pour barrer la route au Covid-19 au Burkina Faso. Avant de vous quitter, nous allons donc voir les unes des différents quotidiens pour l'apparition du jour. Et nous commençons par aujourd'hui au Faso avec à sa une traitement des malades du Covid-19 au CHU de Tengango. L'opposition demande une enquête parlementaire. Voilà la une du journal avec donc le président du CDP qui parlait donc au nom du CFOP et l'Express du Faso à sa une
92 pieds d'arbres à serpents arrachés dans la forêt de Koua. Voilà, c'est ce qui fait l'actualité dans la région de Haut-Bassin, disons dans l'ouest du pays. Sidouaya à sa une, allègement de la dette du Burkina, un signal important selon le ministre des Finances. Voilà, c'est cette information qui fait la une du journal. Et le pays, pour terminer, traitement des malades à Tengango, le CFOP exige une enquête parlementaire. Voilà donc les différents titres, les gros titres que vous pouvez donc voir dans les journaux pour l'apparition de ce mercredi. Ramatou, à vous la parole. Merci à toi Vincent pour ce point de l'actualité. Nous recevons la parole. Ah ouais, j'allais dire à vous l'antenne. Oui, bien sûr. Nous la recevons, voilà. Et merci à toi pour justement ce point de l'actualité. On est édifié et désormais il faut retrouver justement ces journaux et puis mieux s'informer, avoir des détails en attendant justement le 13h. Ah oui, c'est bien ça. À demain Vincent. À demain et bonne suite à vous. Merci. Et très bonne matinée à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Et puis tout de suite donc le service d'information en langue qu'on annonçait tout à fait. Avec bien sûr Élisée Cabri, comme d'habitude, qui va ouvrir en guillemets le bal. Élisée. La fille